Mon mari est mort et ne m'a laissé qu'une seule chose dans son testament, un téléphone portable bloqué par un mot de passe. Mes enfants se sont moqués de moi tout en prenant le contrôle de l'entreprise de 250 millions d'euros du manoir et de toutes les voitures de luxe. Humiliée et seule, j'ai tout essayé pour le débloquer pendant des mois. Le jour de mon 60e anniversaire, à minuit pile, le téléphone s'est débloqué tout seul et a commencé à sonner. Une voix familière a brisé le silence de mon petit appartement vide. Joyeux anniversaire, mon amour. Tu as enfin atteint tes 70 ans. Maintenant, le véritable jeu commence. Ce qu'Arthur a dit ensuite m'a fait lâcher le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que l'appareil est tombé sur le tapis usé. Mais sa voix a continué à sortir du haut-parleur, révélant des secrets qui allaient changer tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage, et le véritable héritage qu'il avait construit dans l'ombre. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment, je dois remonter 3 mois en arrière. 3 mois exacts depuis le jour des funérailles d'Arthur, quand mon monde parfait s'est effondré comme un château de sable face à la marée. Arthur est mort un mardi après-midi d'une crise cardiaque foudroyante dans son bureau, entouré de plans d'architectes et de contrats non signés. Il avait 68 ans, mais travaillait comme s'il en avait 30. Sa secrétaire l'a trouvé effondré sur le bureau en noyer que je lui avais offert pour nos 20 ans de mariage. Elle a appelé une ambulance, mais il était déjà trop tard. Son cœur avait cessé de battre 15 minutes avant que quelqu'un n'ouvre cette porte. 15 minutes pendant lesquelles mon mari est mort seul sans ma main pour tenir la sienne sans ma voix pour lui dire que tout irait bien. Cette culpabilité me ronge plus que la douleur de son absence. Le cercueil en acajou du Brésil était encore ouvert au funérarium quand Maxime, mon fils aîné, avait déjà son téléphone collé à l'oreille, coordonnant une réunion avec les avocats. Il n'a même pas attendu qu'on ferme le couvercle. Caroline révisait des documents sur sa tablette assise au premier rang, portant cette robe en soie noire, qui a coûté plus de 25 000 euros. Ses yeux secs n'ont pas regardé une seule fois le corps de son père. Damien le cadet faisait au moins semblant d'être triste, mais je le connaissais trop bien après 35 ans. Ce garçon n'a jamais eu d'opinion propre. Il a toujours été l'ombre de son frère et de sa sœur, acceptant tout ce qu'ils décidaient. J'étais assise seule au deuxième rang. Seule. Après 45 ans de mariage. Personne ne s'est assis à côté de moi. Les couronnes de fleurs remplissaient la pièce de cette odeur douce et écœurante qui me retournait l'estomac. Des roses blanches, des lys, des gardénias. Arthur détestait les fleurs. Il disait que c'était un gaspillage d'argent pour quelque chose qui serait mort dans 3 jours. Mais elles étaient là, des centaines d'entre elles, envoyées par des partenaires commerciaux qui ne l'ont jamais vraiment connu, qui ne l'ont jamais vu faire le café à 5 heures du matin ou passer des nuits blanches quand les enfants avaient de la fièvre. 45 ans, et personne ne s'est assis avec moi. Maître Lemaire, l'avocat de la famille, est arrivé au moment même où la cérémonie a commencé. C'était un homme grand mince, aux cheveux argentés, peigné en arrière, portant une mallette en cuir, qui semblait garder tous les secrets de l'univers. Il s'est penché pour murmurer quelque chose à Maxime. J'ai vu les yeux de mon fils briller. Cet éclat d'avidité que je connaissais si bien. Le même éclat qu'il avait quand il était petit et qu'il trouvait des pièces de monnaie dans le canapé. Mais il ne s'agissait pas de pièces de monnaie. Il s'agissait d'un empire. La cérémonie a duré exactement 30 minutes. Le prêtre a parlé d'un Arthur que je reconnaissais à peine. Un homme charitable, généreux, aimé de tous. Des mots vides qui flottaient dans l'air climatisé du funérarium. Personne n'a mentionné qu'Arthur passait 18 heures par jour à travailler. Personne n'a dit qu'il avait construit son empire immobilier à partir de rien. Qu'il venait d'en bas avec 1 000 € en poche et un rêve plus grand que la faim qu'il ressentait. Personne n'a parlé de l'homme qui s'est effondré sur des plans de construction parce que son cœur ne pouvait supporter 1 minute de pression de plus. Personne n'a parlé de l'homme réel. Quand ce fut terminé,
Maxime fut le premier à sortir. Il ne s'est même pas approché du cercueil pour un dernier adieu. La lecture du testament a eu lieu 2 jours plus tard. Maître le maire nous a convoqués à son cabinet au 22e étage d'un immeuble en verre à La Défense. Les murs étaient d'un ton crème pâle, décorés de diplômes encadrés et de photographies de Maître le maire, serrant la main de politiciens et d'hommes d'affaires. La table de conférence était si polie que je pouvais y voir mon reflet. J'avais l'air vieille, fatiguée, petite. Maxime s'est assis en bout de table comme s'il était déjà le maître des lieux. Caroline était à sa droite, vérifiant son téléphone. Damien à sa gauche, nerveux, tapotant des doigts sur le bois. Je suis restée à l'autre bout, aussi loin que possible de l'avocat, comme si ma présence était un détail inconfortable que personne ne voulait affronter. Maître le maire a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. Le bruit du papier contre le papier a rempli le silence tendu. Il s'est raclé la gorge, il a ajusté ses lunettes, et il a commencé à lire avec cette voix monotone que les avocats utilisent pour déshumaniser même les décisions les plus douloureuses. Moi, Arthur Moreau, en pleine possession de mes facultés mentales, déclare ce document comme mon dernier testament et mes dernières volontés. Chaque mot tombait comme une goutte d'acide sur ma poitrine. À mon fils Maxime, je lègue 40% des actions de Moreau Immobilier, y compris tous les projets en développement à Paris, Lyon et Marseille. Maxime a souri un sourire de prédateur qui m'a donné la nausée. À ma fille Caroline, je lègue 30% des actions, ainsi que le manoir principal à Neuilly-sur-Seine et tout son contenu. Caroline a simplement hoché la tête, comme si elle confirmait une transaction bancaire. A simplement hoché à mon fils Damien. Je lègue les 20% d'actions restants, plus la collection de voitures classiques et la propriété de vacances à Saint-Tropez. Damien a relâché son souffle soulagé. 3 enfants, 90% d'un empire de 250 millions d'euros divisé entre eux. J'ai attendu. Mes mains transpiraient sur mes genoux. Le silence s'est étiré comme un chewing-gum collant. Maître le maire a tourné la page. Il a évité mon regard. À ma femme Hélène. Le monde s'est arrêté. Je pouvais entendre mon propre cœur battre contre mes côtes. Je lègue mon téléphone portable personnel gardé dans le coffre-fort de mon bureau privé avec des instructions spécifiques pour qu'il ne soit ni altéré ni forcé de s'ouvrir sous aucun prétexte. Silence. Puis des rires. Maxime a été le premier. Un rire sec et cruel qui a résonné contre les murs de verre. Caroline a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient. Même Damien, mon bébé, celui que je berçais quand il faisait des cauchemars, a laissé échapper un petit rire gêné. Un téléphone. Maxime a essuyé des larmes imaginaires de ses yeux. Papa a eu le sens de l'humour jusqu'à la fin. Il a travaillé jusqu'à avoir une crise cardiaque, et la seule chose qu'il laisse à maman, c'est un vieux téléphone. Il doit y avoir une erreur. Caroline a regardé Maître le maire incrédule. Maman ne reçoit qu'un téléphone, alors que nous héritons de l'empire entier. Maître le maire, Maître le maire a gardé cette expression neutre que les avocates perfectionnent avec des années de pratique. Le testament est clair et a été rédigé par M. Moreau 3 semaines avant son décès. Il a été vérifié par 3 témoins indépendants. Il n'y a pas d'erreur. C'est pathétique. Maxime s'est adossé à sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine bombée et arrogante. 45 ans de mariage, et il te laisse un téléphone qui ne fonctionne probablement même plus. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce ne fut pas une rupture bruyante et dramatique. Ce fut silencieux, comme lorsqu'une fine fissure apparaît sur une porcelaine ancienne et que l'on sait qu'elle ne sera plus jamais la même. C'est tout. Ma voix semblait étrange, lointaine, comme si elle venait d'une autre personne. Maître le maire a hoché la tête. Il y a une clause supplémentaire. Madame Moreau est autorisée à rester dans le manoir pendant 30 jours. Après quoi,
Elle devra libérer la propriété. 30 jours. 45 ans réduit à 30 jours. Caroline faisait déjà ses calculs. On peut accélérer ça. Maman n'a pas besoin d'autant d'espace de toute façon. On peut lui trouver un petit appartement raisonnable quelque part. Raisonnable. Ce mot m'a fait rire. Un rire amer qui m'a surprise moi-même. Raisonnable comme le fait de renoncer à ma carrière pour vous élever. Raisonnable comme les nuits blanches que j'ai passées quand vous aviez la grippe. Raisonnable comme les anniversaires, les remises de diplômes, chaque sacrifice que j'ai fait pendant que votre père construisait son empire. Ne sois pas dramatique, maman. Maxime rangeait des papiers dans sa mallette. Papa a pris sa décision. Il avait évidemment ses raisons. Peut-être devrais-tu te demander ce que tu as fait pour ne mériter qu'un téléphone. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau rouillé. Maître le maire m'a tendu une petite clé du coffre-fort du bureau privé de Monsieur Moreau. Le téléphone est à l'intérieur. Je l'ai prise. Elle ne pesait presque rien. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression de porter le poids de toute ma vie ratée. Mes enfants ont quitté ce bureau en discutant de chiffres de pourcentage de plans d'expansion. Aucun d'eux ne s'est retourné. Je suis restée assise, regardant cette clé minuscule dans le creux de ma main ridée, me demandant comment toute une vie pouvait tenir dans un objet si petit. Je suis allée chercher le téléphone l'après-midi même. Le bureau d'Arthur était exactement tel qu'il l'avait laissé le jour de sa mort. Le plan du projet encore étalé sur le bureau, en noyé, une tasse de café à moitié pleine. À côté de la souris de l'ordinateur, l'odeur du cuir et de la fumée de pipe imprégnée dans les rideaux bordeaux. Tout était figé dans le temps, comme s'il allait entrer à tout moment ajustant sa cravate et me demandant ce que je faisais là, interrompant son travail. Le coffre-fort était encastré dans le mur, derrière un immense tableau, une œuvre abstraite, dans les tons orange et gris que j'avais toujours détestés, mais qu'Arthur affirmait être un investissement précieux. J'ai écarté le lourd cadre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai inséré la clé dans la serrure. Le mécanisme a fait un clic doux, délicat, complètement disproportionné par rapport au poids de ce que j'allais découvrir. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet. Un téléphone portable, un vieux modèle de ceux que plus personne n'utilise avec un petit écran et des boutons physiques. Il était éteint. Je l'ai sorti avec précaution comme s'il s'agissait d'une relique fragile ou d'une bombe sur le point d'exploser. Le plastique était froid contre ma peau. Il était plus lourd que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé le bouton d'alimentation et j'ai appuyé dessus. L'écran a clignoté. Le logo de la marque est apparu. Puis une image de fond, une photographie de nous le jour de notre mariage. Moi, à 25 ans, dans une robe ivoire des fleurs, dans les cheveux souriants, comme si le monde entier m'appartenait. Arthur à mes côtés, si jeune, si plein de rêves que nous ne savions pas encore s'ils se réaliseraient. Nous avions l'air heureux, si stupidement heureux. Puis l'écran de verrouillage est apparu. Entrez le mot de passe. 6 cercles vides, attendant des chiffres que je ne connaissais pas. Vides, attendant des... J'ai d'abord essayé l'évidence. La date de notre anniversaire 030879. Erreur. L'écran a tremblé, rejetant ma tentative. J'ai essayé sa date de naissance, un 50456. Erreur à nouveau. La date de naissance de Maxime. Erreur. Celle de Caroline. Erreur. De Damien. Erreur après erreur après erreur. Après 10 tentatives infructueuses, un avertissement est apparu en lettres rouges. Trop de tentatives incorrectes. Réessayez dans 30 minutes. Je me suis enfoncée dans la chaise en cuir d'Arthur, ce meuble énorme, où il passait des heures à signer des contrats et à prendre des décisions qui brassaient des millions. Ça sentait encore son odeur, cette eau de Cologne hors de prix, qu'il utilisait mêlée à l'odeur des vieux papiers et de l'ambition. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine
Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai vraiment pleuré. Je n'avais pas pleuré aux funérailles. Je n'avais pas pleuré à la lecture du testament. Mais là seul dans son bureau, entouré de ses affaires, avec ce stupide téléphone dans les mains, je me suis effondrée. Les larmes tombaient chaudes et amères, trempant mon chemisier crème. J'ai pleuré pour ses 45 ans. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été, la brillante architecte, qui avait abandonné sa carrière pour être épouse et mère. J'ai pleuré pour tous ces dîners en famille où mes enfants me regardaient à peine. J'ai pleuré parce que mon mari était mort seul dans ce bureau, son cœur explosant sous la pression. Et je n'étais pas là pour lui tenir la main. Et j'ai pleuré parce qu'une partie de moi était furieuse contre lui, furieuse qu'il m'ait laissé ça, cette humiliation, cette énigme cruelle. Pourquoi ne pas m'avoir laissé quelque chose de normal? De l'argent, un bien immobilier, une lettre expliquant pourquoi il me détestait tant. Mais pas un téléphone bloqué. Comme si même après sa mort, Arthur continuait ses jeux de contrôle. J'ai passé les 30 minutes suivantes à fouiller son bureau à la recherche d'indices. J'ai vérifié chaque tiroir du bureau. J'ai trouvé des relevés bancaires, des contrats de construction, de vieilles photographies de projets terminés. Dans le tiroir inférieur droit, il y avait une boîte de cigares cubains qu'il n'avait jamais ouverte et une bouteille de whisky de 30 ans d'âge qu'il gardait pour les occasions spéciales. Rien qui ressemble à un mot de passe. Rien qui explique pourquoi ce téléphone était mon seul héritage. Quand les 30 minutes se sont écoulées, j'ai réessayé. La date de notre rencontre. Erreur. Le numéro de rue de notre première maison. Erreur. Les 6 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale. Erreur. Trop de tentatives incorrectes. Réessayé dans 60 minutes. Le temps d'attente doublait à chaque fois. C'était un système de sécurité conçu pour déjouer les tentatives de piratage ou pour torturer les veuves désespérées. J'ai quitté le bureau à la tombée de la nuit. Les 30 jours dont je disposais pour libérer le manoir passaient vite. Maxime avait déjà envoyé un expert pour évaluer les meubles. Caroline avait engagé un architecte d'intérieur pour redécorer sa nouvelle maison. Damien évitait tout simplement de me regarder. Se lâche. Ce soir-là, allongé dans le lit king size que j'avais partagé avec Arthur pendant 45 ans, j'ai réessayé le téléphone. J'ai essayé des combinaisons de chiffres qui avaient une signification personnelle. Le numéro de mon ancien cabinet d'architecture. Erreur. L'adresse de la première propriété qu'Arthur a achetée. Erreur. L'année de naissance de Maxime. Erreur. Trop de tentatives incorrectes. Réessayé dans 120 minutes. 2 heures. Le téléphone me punissait pour mon ignorance. Les jours se sont traînés comme une lente torture. Le jour, je voyais mes enfants démanteler la vie qu'Arthur et moi avions construite. Maxime a vendu 3 des voitures classiques de son père dès la première semaine. Caroline a engagé une entreprise de déménagement pour cataloguer et emballer tout ce qui avait de la valeur. Damien s'est installé dans la propriété de Saint-Tropez et a posté des photos sur les réseaux sociaux en buvant des cocktails dans la piscine à débordement. La nuit, j'essayais de déchiffrer le téléphone. J'ai essayé des séquences numériques, des dates historiques qu'Arthur avait l'habitude de mentionner. Des numéros porte-bonheur, les codes postaux des endroits où nous avions vécu. Rien ne fonctionnait. Le temps d'attente augmentait de façon exponentielle. 4 heures, 8 heures, 16 heures. Le téléphone devenait inaccessible. La 3e semaine, Maxime est entré dans ma chambre sans frapper. J'étais assise sur le lit, le téléphone entre les mains, des larmes séchées sur le visage, toujours en train de manipuler ce truc. Sa voix dégoulinait de mépris. Maman, c'est pathétique. C'est un vieux téléphone. Papa l'a probablement laissé oublier là pendant des années, et l'avocat l'a pensé que c'était important. Ton père n'a jamais rien oublié. Ma voix était rauque à force de pleurer en silence. Peu importe. Maxime a haussé les épaules. Nous devons parler de ta situation. Les 30 jours se terminent dans une semaine.
Caroline a trouvé un appartement pour toi, une chambre, une salle de bain et une cuisine américaine. C'est petit, mais suffisant pour une personne. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras pas de visite. Tes amis ont arrêté d'appeler il y a des années parce que tu n'avais jamais de temps pour eux. Tu étais trop occupée à être l'épouse parfaite. La cruauté de sa voix était comme du poison. Le loyer est de 4 500 € par mois. Nous paierons les 6 premiers mois. Après ça, tu devras te débrouiller. J'ai 66 ans. Je n'ai pas travaillé depuis 45 ans. Comment vais-je me débrouiller? Ce n'est pas mon problème, maman. Papa a pris ses décisions. Tu devrais peut-être te dire que tu aurais dû être une meilleure épouse. Maxime a quitté la pièce, laissant ces mots plantés dans ma poitrine comme des poignards rouillés. Ce soir-là, j'ai réessayé le téléphone. Mes doigts tremblaient sur les touches. Il ne restait presque aucune combinaison logique à essayer. J'ai tapé mon anniversaire. J'avais 66 ans et j'en aurai 67 dans 3 mois. Mot de passe incorrect. Trop de tentatives. L'appareil sera bloqué pendant 30 jours. 30 jours. Le même laps de temps que j'avais pour quitter ma maison. Le téléphone s'est complètement éteint. L'écran est devenu noir mort, ne répondant à aucun bouton. Je l'ai secoué, désespéré. J'ai essayé de le rallumer. Rien. Arthur m'avait laissé un puzzle impossible, et maintenant je ne pouvais même plus continuer à essayer de le résoudre. Le déménagement fut humiliant. 2 hommes en uniforme gris ont emballé mes maigres affaires dans des boîtes en carton, des vêtements, quelques livres, des photographies dont personne ne voulait plus. Toutes tenaient à l'arrière d'une vieille camionnette. 45 ans de vie réduits à 8 cartons. Caroline a supervisé personnellement pour s'assurer que je ne prenais rien de valeur. Elle a vérifié chaque boîte, chaque sac, comme si j'étais une voleuse dans ma propre maison. C'est juste le protocole maman, ne te vexe pas. Ne te vexe pas. Comme si l'humiliation était optionnelle. L'appartement était exactement comme Maxime l'avait décrit. Une chambre avec des murs beiges, défraîchis, une fenêtre qui donnait sur une ruelle sale, une salle de bain si petite que les toilettes et la douche y tenaient à peine. La cuisine américaine consistait en une plaque électrique à 2 feux et un réfrigérateur qui faisait des bruits inquiétants toutes les 20 minutes. Les hommes ont laissé les cartons au milieu de la pièce et sont partis. Je me suis assise sur le fin matelas fourni avec la location. Le téléphone d'Arthur était dans mon sac, toujours éteint, toujours bloqué, toujours en train de se moquer de moi. Dehors, la ville vivait de sa vie normale. Les voitures passaient, les gens riaient. Le monde continuait de tourner pendant que le mien s'était complètement arrêté. J'ai sorti le téléphone et je l'ai regardé. L'écran noir reflétait mon visage. J'avais l'air vieille, détruite, vaincue. Qu'est-ce que tu voulais que je trouve, Arthur? Ai-je demandé à l'appareil mort. Pourquoi m'as-tu fait ça? Le silence fut sa seule réponse. Les jours dans cet appartement se sont transformés en une routine de survie et d'obsession. Tous les matins, je me réveillais sur ce matelas fin qui grinçait à chaque mouvement, fixant le plafond taché d'eau, me demandant comment j'avais atterri là. La femme que j'avais été autrefois, la brillante architecte qui dessinait des bâtiments, qui avait des rêves plus vastes que le ciel, avait disparu depuis si longtemps que je n'arrivais même plus à me souvenir de son visage. Le téléphone restait sur ma table de chevet, improvisée, une caisse en bois retournée que j'avais trouvée dans les poubelles de l'immeuble. Il restait éteint mort. Il était bloqué depuis 2 semaines, et je comptais chaque heure qui passait jusqu'à ce que les 30 jours soient écoulés et que je puisse réessayer. L'argent que Maxime m'avait promis n'est arrivé qu'une seule fois. 3 000 € déposés sur mon compte, avec un mot manuscrit. Nous avons réduit le montant. Nous pensons que tu dépenses trop.
3 000 € pour le loyer, la nourriture, les factures, les médicaments. Ma tension artérielle nécessitait des pilules qui coûtaient 400 € par mois. J'ai décidé de sauter des doses pour les faire durer plus longtemps. Je mangeais une fois par jour. Du pain bon marché du supermarché discount. Parfois un morceau de fromage quand il était en promotion. La faim est devenue ma compagne constante. Cette douleur sourde dans l'estomac qu'on finit par s'habituer à ignorer. J'ai perdu du poids. Mes vêtements flottaient sur mes os. Quand je me regardais dans le miroir de la salle de bain, je voyais une étrangère, un fantôme de la femme que j'avais été. Mes enfants n'ont pas appelé, pas une seule fois. J'ai essayé de parler à Maxime la 3e semaine. J'ai composé son numéro depuis la cabine téléphonique du coin, car je ne pouvais plus me payer de forfait portable. Sa secrétaire a répondu avec cette voix professionnelle et froide. Monsieur Moreau est dans une réunion importante. Je suis sa mère. C'est urgent. Il vous rappellera quand il aura le temps. Il n'a jamais rappelé. J'ai essayé Caroline. Son téléphone a sonné 6 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Salut, vous êtes bien sur le portable de Caroline Moreau. Laissez votre message après le bip. Elle n'a même pas pris la peine d'inclure une salutation chaleureuse. J'ai laissé un message, puis un autre, puis encore un autre. Silence absolu. Damien a été le seul à répondre, mais seulement par un SMS. Maman, j'ai besoin d'espace. Ce qui se passe est compliqué pour moi aussi. S'il te plaît, comprends-moi. D'espace. Il avait un manoir à Saint-Tropez et j'avais 20 mètres carrés de désespoir. Les nuits étaient prêtes. L'immeuble était plein de bruit qui m'empêchait de dormir. Des couples qui se disputaient dans l'appartement du dessus. De la musique forte dans le couloir. Des sirènes constantes dans la rue et moi allongé dans le noir serrant ce téléphone mort contre ma poitrine. Comme s'il était la seule chose qui me reliait à la réalité. Je lui parlais à lui, à Arthur, au téléphone aux deux. Pourquoi me détestais-tu autant? Qu'ai-je fait pour mériter ça? J'ai tout abandonné pour toi. Ma carrière, mes rêves, mes amis. Je suis devenue la femme dont tu avais besoin, la mère dont tes enfants avaient besoin. Je me suis effacée pour que vous puissiez tous briller. Et voilà ce que je récolte. Le téléphone ne répondait jamais, mais je continuais à parler. J'ai eu 67 ans dans cet appartement. Personne ne s'en est souvenu, pas un appel, pas un message, pas un mot. J'ai passé la journée assise à la fenêtre, à regarder la ruelle sale, à manger du pain sec, à compter les heures, jusqu'à ce que le téléphone puisse être à nouveau débloqué. Quand les 30 jours se sont finalement écoulés, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir l'appareil. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran a clignoté. Le logo est apparu. Ensuite, la photo de notre mariage. Et l'écran de verrouillage. Entrez le mot de passe. 6 cercles vides m'attendaient. Cette fois, j'étais plus prudente, plus stratégique. J'avais passé 30 jours à réfléchir, à me souvenir, à analyser chaque moment significatif de notre vie commune. J'avais une liste écrite dans un vieux carnet. Toutes les combinaisons possibles que je n'avais pas encore essayées. J'ai commencé par la date d'arrivée d'Arthur à Paris. Erreur. Le numéro de son premier appartement loué. Erreur. La date à laquelle il a ouvert son premier compte bancaire. Erreur. Chaque erreur était un coup de poignard, mais j'ai continué. Je devais continuer. Parce que si j'abandonnais, alors tout aurait été vain. Toute ma vie aurait été vaine. J'ai essayé la date à laquelle Arthur m'a demandé en mariage. Nous étions dans une trattoria italienne bon marché. Il n'avait pas encore d'argent pour une bague, mais il me l'a demandé quand même. J'ai dit « oui » sans hésiter. Erreur. J'ai essayé le jour où nous avons acheté notre première maison, une petite propriété dans un quartier oublié, mais c'était la nôtre. Erreur. Trop de tentatives incorrectes. Réessayer dans 30 minutes. 30 minutes qui ont paru 30 ans. Quand j'ai pu réessayer quelque chose dans ma stratégie a changé.
J'ai arrêté de penser aux dates heureuses. J'ai commencé à penser aux dates douloureuses. Arthur n'était pas un homme sentimental. Il était pragmatique, dur, forgé par la souffrance. J'ai essayé la date à laquelle son père est mort. Arthur avait 15 ans. Il n'en parlait jamais beaucoup, mais je savais que cela l'avait profondément marqué. Erreur. La date à laquelle nous avons perdu notre première entreprise. Nous avons failli faire faillite. Arthur n'a pas dormi pendant des semaines. Erreur. La date à laquelle sa mère a dû retourner dans la Creuse par manque d'argent. Il n'a rien pu faire pour l'empêcher. Il avait 19 ans et s'est senti complètement impuissant. Erreur. Trop de tentatives incorrectes. Réessayer dans 60 minutes. Cela devenait un cauchemar interminable. Chaque tentative ratée m'enfonçait plus profondément dans le désespoir. J'ai commencé à me demander si Arthur avait simplement choisi un mot de passe aléatoire, quelque chose de dénué de sens, de simples chiffres au hasard pour me torturer à jamais. Mais non, Arthur ne faisait jamais rien sans but. Chaque décision qu'il prenait dans sa vie avait un motif calculé derrière elle. Ce téléphone n'était pas différent. Il y avait une réponse. Il me suffisait de la trouver. 2 autres mois ont passé. L'argent de Maxime a complètement cessé d'arriver. J'ai rappelé son bureau. 7 fois. Même la secrétaire n'a pas répondu. Seulement un enregistrement avec des options automatiques qui me guidaient dans un cercle sans fin. J'ai laissé des messages désespérés. S'il vous plaît. Rien. J'ai commencé à vendre mes affaires. D'abord les vêtements qui ne m'allaient plus à cause de la perte de poids. Ensuite, les livres, les cadres photos, tout ce qui avait une quelconque valeur, aussi minime soit-elle. Une friperie m'a donné quelques pièces pour chaque lot. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était jamais suffisant, mais ça me maintenait en vie un jour de plus. Le propriétaire a frappé à ma porte le matin du 3e mois. C'était un homme corpulent à l'haleine de bière et aux yeux qui ne montraient aucune compassion. Madame Hélène, vous devez 2 mois de loyer. Et 2. Je sais. Mes enfants ont promis de payer, mais je m'en fiche de vos enfants. J'ai besoin de l'argent ou vous devrez partir. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. 2 semaines. Si vous ne payez pas, je vous mets à la rue. Il a fermé la porte, laissant l'ultimatum planer dans l'air comme une condamnation à mort. 2 semaines. 9 000 € que je n'avais pas et aucun moyen de les obtenir. Ce soir-là, assise sur le matelas, l'estomac vide et le cœur encore plus vide, j'ai tenu le téléphone dans mes mains. Je n'essayais même plus de le débloquer. Je le regardais simplement, cherchant des réponses sur l'écran sombre. Arthur, s'il y a une part de toi encore dans ce monde, j'ai besoin que tu me donnes un signe, n'importe quoi. Parce que je n'en peux plus, je m'effondre, je ne suis plus forte, je ne suis plus rien. Le téléphone est resté silencieux, mais ensuite quelque chose a changé, une sensation étrange comme de l'électricité dans l'air. J'ai regardé l'écran. Il était toujours éteint, mais quelque chose était différent. Je ne saurais l'expliquer. C'était comme si l'objet entre mes mains avait pris vie pendant 1 seconde. Je l'ai rallumé. La routine familière logo, photographie, écran de verrouillage. Cette fois, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas calculé. J'ai juste laissé mes doigts bouger par instinct. Des chiffres qui venaient de quelque part dans les profondeurs de ma mémoire. Un endroit dont j'ignorais l'existence. 082325. L'écran a clignoté. Mon cœur s'est arrêté. Les cercles sont devenus verts. Le téléphone a été déverrouillé. L'écran s'est illuminé d'un éclat presque aveuglant dans l'obscurité de mon misérable appartement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Après des mois de tentatives frustrantes, de frustrations accumulées et de nuits à pleurer en silence, j'avais enfin débloqué l'appareil qu'Arthur m'avait laissé comme seul héritage. Notre anniversaire le 23 août et mon âge quand nous nous sommes mariés 25 ans. C'était si évident et si caché à la fois.
Arthur a toujours dit que j'étais la plus belle femme du monde le jour de notre mariage. Il gardait cette date comme si elle était sacrée. Et moi, stupidement, je n'avais essayé que la date, sans penser à ajouter mon âge de l'époque. L'écran d'accueil est apparu. Il n'y avait pas d'application normale, ni de réseaux sociaux, ni de jeux. Juste trois icônes au centre de l'écran noir, un dossier nommé Pour Hélène, un calendrier avec une date marquée en rouge et une application d'enregistrement vocal. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran, n'osant rien toucher. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'Arthur avait laissé là-dedans? Pourquoi tout ce mystère? Pourquoi me torturer pendant des mois avant de révéler ce que cela contenait? J'ai d'abord touché le dossier. Il s'est ouvert et a montré une liste de fichiers numérotés. Fichier 1, fichier 2, fichier 3. Ça allait jusqu'au fichier 15. Chacun était d'une taille considérable, probablement des documents ou des photographies. J'ai ouvert le premier fichier. C'était un document scanné, un acte de propriété. J'ai lu la première ligne et j'en ai eu le souffle coupé. Propriété enregistrée au nom d'Hélène Moreau. Une, une adresse sur le boulevard Haussmann. Un immeuble commercial de 4 étages dans un quartier chic. Valeur estimée, 6 millions d'euros. Et c'était à mon nom. C'était à mon nom depuis 8 ans. Mes yeux ont parcouru le document incapables d'assimiler ce que je voyais. La signature d'Arthur était là avec les tampons du notaire. Les dates, tout était légitime. Ce n'était ni une blague, ni une erreur. C'était réel. J'ai ouvert le deuxième fichier avec des doigts tremblants, un autre acte de propriété. Cette fois, un complexe d'appartements dans le Marais. 24 unités louées à mon nom. Valeur 14 millions d'euros. Le troisième fichier, un entrepôt industriel à Saint-Denis. 7 millions d'euros à mon nom. Quatrième fichier. Cinquième. Sixième. J'ai continué à ouvrir des documents comme une femme possédée. Des propriétés dans toute la région parisienne, des immeubles, des terrains, des investissements. Tous enregistrés à mon nom. Tous avec une documentation légale impeccable. Tous valant des millions. Quand j'ai eu fini d'analyser les 15 fichiers, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le téléphone sur le matelas. Les chiffres dansaient dans ma tête. Je les ai additionnés mentalement, même si j'avais du mal à penser clairement. 210 millions d'euros. 210 millions d'euros de propriétés dont j'ignorais l'existence. Tout était légalement à moi caché pendant des années, dans des registres que je ne vérifiais jamais parce que je faisais implicitement confiance à Arthur pour s'occuper des finances. Le monde tournait autour de moi. Les murs de l'appartement misérable semblaient se refermer sur moi. L'air est devenu dense, difficile à respirer. Ce n'était pas possible. C'était trop. C'était impossible. Mais les documents étaient là, scannés, signés, réels. Arthur m'avait laissé un empire secret. Pendant que mes enfants se battaient pour leurs 250 millions, j'avais 210 millions cachés dans des propriétés que personne d'autre ne connaissait. Et d'après les documents, toutes ces propriétés généraient des revenus, des loyers, des bénéfices, de l'argent qui affluait sur un compte bancaire dont j'ignorais également l'existence. Je suis sortie du dossier et j'ai touché l'icône du calendrier. Il s'est ouvert et a affiché un seul jour marqué le 18 octobre, mon 60e anniversaire. C'était dans exactement 3 semaines. Il y avait une note jointe. Tout sera révélé à cette date. Attends, mon amour, attends. 3 semaines. Arthur voulait que j'attende encore 3 semaines avant de tout révéler. Mais pourquoi? Que pouvait-il y avoir d'autre? Il m'avait déjà laissé une fortune. Que pouvait-il y avoir d'autre? J'ai touché la troisième icône, l'enregistreur vocal. Il y avait un seul enregistrement sauvegardé.
Durée 43 minutes. Date de l'enregistrement 2 semaines avant la mort d'Arthur. 2 semaines avant que son cœur n'explose dans ce bureau entouré de plans et de contrats. Mon doigt a plané au-dessus du bouton Play. Une partie de moi voulait appuyer immédiatement pour entendre sa voix à nouveau, pour comprendre ce qui se passait bon sang. Mais une autre partie avait peur. Une peur profonde et viscérale de ce que cet enregistrement pouvait contenir. Les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de confusion, de colère, de soulagement, de 1000 émotions contradictoires qui me frappaient toutes en même temps. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je parlé au téléphone, comme si Arthur pouvait m'entendre? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir? Pourquoi m'as-tu fait traverser tout ça? Mais je connaissais Arthur. Je savais comment il pensait, comment il planifiait, comment chaque mouvement qu'il faisait avait 10 coups d'avance calculés. Ce n'était pas de la cruauté gratuite. C'était un test ou une leçon, ou les deux. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur le bouton play. Des parasites, puis un raclement de gorge, et ensuite sa voix aussi claire que s'il était assis à côté de moi. Bonjour Hélène. Si tu écoutes ceci, cela signifie que j'ai réussi à garder ce plan secret jusqu'à la fin. Cela signifie que je suis mort sans rien te dire. Et cela signifie que tu as traversé l'enfer que j'ai créé spécifiquement pour toi. Son ton était calme, serein, comme lorsqu'il expliquait des contrats commerciaux ou des décisions financières. Je sais que tu es furieuse contre moi en ce moment, et tu en as tout à fait le droit. Je t'ai laissé un téléphone bloqué alors que nos enfants ont gardé tout ce qui était visible. Je t'ai fait passer pour folle oublier quelqu'un sans valeur. Et le pire, j'ai laissé faire ton humiliation. J'ai laissé faire ton expulsion de ta propre maison. J'ai laissé faire la faim et le froid que tu as endurés dans un endroit horrible. Une pause. Je pouvais entendre sa respiration lourde sur l'enregistrement. Je suis désolée, mon amour. Je suis désolée pour chaque seconde de douleur que je t'ai causée. Mais j'avais besoin que cela se passe exactement comme ça. J'avais besoin que nos enfants montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent avoir tout gagné. J'avais besoin que le monde les voie sans leur masque. Et plus important encore, j'avais besoin que tu te voies sans moi. Ma main a couvert ma bouche. Les larmes coulaient en silence. Pendant 45 ans, tu as été ma femme, ma partenaire, la mère de mes enfants. Mais à un moment donné de ce voyage, tu as oublié qui tu étais avant d'être tout cela. Tu as oublié la brillante architecte, la femme, avec ses propres rêves. Tu es devenu mon ombre, et je l'ai permis parce que c'était plus facile pour moi, plus pratique. Sa voix s'est légèrement étranglée. Ce téléphone n'est pas seulement un héritage, Hélène. C'est ta libération. Les documents que tu as trouvés sont réels. L'argent est à toi. Il l'a toujours été. J'ai construit cet empire parallèle en utilisant ton nom parce que je savais qu'un jour tu aurais besoin d'être indépendante. Je savais que nos enfants deviendraient des monstres avides. Je les ai regardés grandir et j'ai refusé de le voir clairement. Ce fut mon plus grand échec en tant que père. Tamini. L'enregistrement continuait. Chaque mot était comme un coup de marteau dans mon cœur. Dans 3 semaines, tu auras 70 ans. Ce jour-là, ce téléphone débloquera le reste du plan. Mais pour l'instant, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et ce qui va suivre changera tout. Des parasites. Fin de l'enregistrement. Je suis restée assise dans l'obscurité, le téléphone toujours entre les mains, assimilant ce que je venais d'entendre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas pu. Je suis restée assise sur ce fin matelas tenant le téléphone, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, rejouant l'enregistrement d'Arthur à plusieurs reprises, jusqu'à ce que j'aie mémorisé chaque mot, chaque pause, chaque respiration. Sa voix remplissait l'appartement vide, le rendant moins solitaire, moins misérable.
Mais cela remplissait aussi ma tête de milliers de questions qui n'avaient pas encore de réponse. Qu'avait-il prévu d'autre? Que se passerait-il le jour de mon 60e anniversaire? Pourquoi attendre si longtemps? Il m'avait déjà donné les propriétés. Il m'avait déjà donné une fortune dont j'ignorais l'existence. Que pouvait-il y avoir d'autre? Quand le soleil a commencé à filtrer à travers la fenêtre sale, illuminant les fissures dans les murs, j'ai pris une décision. Je ne dirai rien à mes enfants. Pas encore. Arthur avait conçu cela comme un test, comme une révélation calculée. S'il avait attendu mon anniversaire pour tout révéler, alors j'attendrais aussi. Je voulais voir jusqu'où irait leur avidité, jusqu'à quel point ils étaient prêts à me faire couler avant que la vérité n'éclate au grand jour. Les jours suivants furent étranges. J'étais toujours la même pauvre femme, vivant dans ce terrible appartement, mangeant du pain bon marché, comptant les centimes. Mais maintenant, un secret brûlait en moi, un savoir qui changeait tout. Je marchais dans les rues avec l'impression d'avoir un super pouvoir invisible. Les gens me regardaient et ne voyaient qu'une vieille femme oubliée. Ils ne savaient pas que j'étais propriétaire d'immeubles de biens immobiliers d'un empire caché. Le propriétaire a de nouveau frappé à ma porte. Les coups étaient agressifs, impatients. Madame Hélène, le temps est écoulé. Soit vous payez maintenant, soit je vous mets à la rue aujourd'hui même. J'ai ouvert la porte d'une simple fente. Il sentait l'alcool et la vieille sueur. J'ai besoin de 2 jours de plus. S'il vous plaît, je vous ai déjà donné 2 semaines. Il n'y a plus de prolongation. De sera. Je vous en supplie. Quelque chose dans ma voix. Peut-être que le désespoir sincère l'a fait hésiter. Il a soufflé de frustration. 2 jours, pas un de plus, et vous avez intérêt à avoir la somme totale, ou j'appelle la police pour vous expulser. Il est parti en jurant. J'ai fermé la porte et je m'y suis adossée. 2 jours. Mon anniversaire était dans 19 jours. C'était encore beaucoup de temps, mais j'avais des documents prouvant que je possédais 210 millions d'euros de propriété. Théoriquement, je pouvais aller dans une banque, montrer les papiers, avoir accès au compte. Mais quelque chose m'en a empêché. La voix d'Arthur sur cet enregistrement. Attends, mon amour. Attends. J'ai décidé de faire une dernière tentative avec mes enfants. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore un peu d'humanité en eux. J'ai pris le bus jusqu'au bureau de Maxime. Le trajet a duré 1 heure et demie, traversant la ville de mon quartier, oublié jusqu'au quartier financier, rutilant de la Défense, où mon fils aîné jouait à être un cadre important. L'immeuble où il travaillait était tout en verre et en acier, imposant froid. Le hall avait un sol en marbre si poli que je pouvais y voir mon reflet. Je semblais petite insignifiante. La réceptionniste m'a arrêtée avant même que je puisse m'approcher des ascenseurs. Avez-vous rendez-vous, madame? Je suis la mère de Maxime Moreau. Je dois lui parler. Elle m'a jaugé de haut en bas, évaluant mes vêtements usés, mes vieilles chaussures, mon visage fatigué. Son expression est passée à quelque chose entre la pitié et le mépris. Monsieur Moreau est en réunion toute la journée. Je peux lui laisser un message. S'il vous plaît, juste 5 minutes. C'est urgent. Je suis désolée, madame. Sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser monter. Son ton était sans appel inflexible. Je suis restée là immobile comme une idiote, sentant les regards des gens qui passaient des cadres dans des costumes chers, des femmes en talons hauts, qui claquaient comme des marteaux contre le marbre, tous occupés, tous importants. Et moi, une vieille femme, entravant leur chemin. J'ai attendu dans le hall pendant 3 heures, assise sur un banc près de l'entrée, regardant les gens entrer et sortir. La réceptionniste me lançait des regards agacés, occasionnels, comme si ma présence contaminait l'atmosphère élégante. Finalement, Maxime est sorti de l'ascenseur. Il était avec 2 autres hommes en costume gris riant de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Je me suis levée rapidement, trébuchant presque sur mes propres pieds. Maxime.
Il s'est arrêté. Le sourire a disparu de son visage, remplacé par quelque chose de proche de la gêne, mais cela n'a duré qu'une seconde. Puis vint l'irritation. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois te parler. C'est important. Les hommes avec qui il était ont échangé des regards inconfortables. Maxime leur a fait un geste. Allez-y devant. Je vous rejoins au restaurant. Il a attendu qu'il s'éloigne, puis il m'a regardé avec ses yeux froids qui avaient autrefois été les yeux innocents de mon bébé. Tu as 2 minutes. Parle. Ils vont m'expulser de l'appartement. Je n'ai pas d'argent pour le loyer. J'ai besoin d'aide. Nous t'avons donné de l'argent au début. Ce n'était pas suffisant. C'est à peine pour manger. Et vous avez arrêté d'en envoyer parce que vous pensiez que je devais apprendre à gérer mon argent. Sa voix était condescendante, comme s'il parlait à un enfant stupide. Maxime, je suis ta mère. Comment peux-tu me laisser à la rue? Papa a pris ses décisions. Il savait ce qu'il faisait. S'il ne t'a laissé qu'un téléphone, c'était pour une raison. Ce téléphone. Je me suis arrêtée. J'ai failli tout dire. J'ai failli tout révéler, là, tout de suite. Mais quelque chose m'a retenue. La façon dont il me regardait. Comme si j'étais un problème qu'il devait résoudre rapidement pour pouvoir retourner à sa vie importante. Ce téléphone est tout ce qu'il me reste de lui. Exactement. Alors garde-le en souvenir et passe à autre chose. Trouve-toi un travail, je ne sais pas moi. Va nettoyer des maisons ou quelque chose comme ça. Tu as 67 ans passant, tu peux encore être utile. Chaque mot était une gifle, mais le pire était son expression. Indifférent, ennuyé. Comme si cette conversation était une perte de temps qu'il aurait pu utiliser pour gagner plus d'argent. C'est ça que je vaux pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Ah, maman, toujours aussi dramatique. Tu as fait ce que les mères doivent faire. Personne ne t'a demandé d'être une martyre. Il a vérifié sa montre de luxe. Je dois y aller. Bonne chance pour ta situation. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte vitrée. Il n'a pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je suis restée dans ce hall comme une statue de sel. La réceptionniste me regardait avec un mélange de pitié et de soulagement que je m'en aille enfin. Les larmes voulaient en sortir, mais je les ai ravalées. Pas ici, pas devant toutes ces personnes. J'ai quitté le bâtiment et j'ai marché sans but pendant des heures. Mes pieds me faisaient mal, mais je m'en fichais. La douleur physique était plus facile à supporter que la douleur dans ma poitrine. Cet énorme vide où se trouvait autrefois l'amour de mes enfants. Quand je suis rentrée à l'appartement, il faisait déjà nuit. J'ai trouvé un mot accroché à la porte. C'était du propriétaire. Dernier avis, payez demain ou je serai forcée de prendre des mesures légales. Je me suis assise par terre, dans le couloir adossé à la porte, tenant ce mot. Le téléphone d'Arthur était dans mon sac. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran. Le calendrier affichait toujours la date marquée. Le 18 octobre. Il restait encore 18 jours. Arthur, je ne sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps, ai-je chuchoté au téléphone. Je ne sais pas si je suis aussi forte que tu le pensais. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose dans l'enregistrement. Quelque chose qui était passé inaperçu lors de ma première écoute. Arthur avait dit « Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. » Qu'est-ce que cela signifiait? J'étais complètement seule. Mes enfants m'avaient abandonnée. Je n'avais pas d'amis parce que je les avais négligés pendant des années pour m'occuper de ma famille. Je n'avais personne, à moins qu'Arthur n'ait laissé quelque chose de plus, quelqu'un d'autre. Je suis retournée dans l'appartement et j'ai ouvert le téléphone. J'ai vérifié chaque icône, chaque dossier, à la recherche de quelque chose que j'aurais pu manquer. Et puis je l'ai vu, dans le coin inférieur de l'écran, presque invisible, une icône de contact. Je l'ai ouverte. Il y avait un seul numéro enregistré,
Sans nom, juste un numéro de la région parisienne. Mon doigt a plané sur le bouton d'appel. Devais-je le faire? Qui était cette personne? Pourquoi Arthur n'avait-il laissé que ce contact? J'ai pris une grande inspiration. J'ai appuyé sur appeler. Le téléphone a sonné 3 fois. 4. 5. J'ai cru que personne n'allait répondre. Mais alors la voix d'un homme plus âgé et chaleureux. Bonjour Hélène, j'attendais votre appel. Ma voix était restée coincée dans ma gorge. L'homme à l'autre bout du fil connaissait mon nom. Il m'attendait, mais je n'avais aucune idée de qui il était. Qui? Qui est-ce que? Ai-je finalement réussi à articuler mes doigts, serrant le téléphone si fort que mes jointures en devenaient blanches. Je m'appelle Jean-Luc Garcia. J'ai été le meilleur ami d'Arthur pendant 40 ans. Je suis aussi son avocat personnel à la différence de Maître le maire, qui s'occupait des affaires corporatives de la famille. Sa voix était douce patiente. Comme s'il comprenait parfaitement ma confusion. Arthur m'a demandé d'attendre votre appel. Il m'a dit qu'il viendrait exactement quand vous en auriez le plus besoin. Je ne comprends rien à tout ça. Je sais et je suis profondément désolée pour tout ce que vous traversez. Arthur m'a raconté tout le plan. Au début, j'ai cru qu'il était fou, que c'était très cruel de vous faire souffrir ainsi. Mais il a insisté. Il a dit que c'était la seule façon de vous réveiller. Me réveiller de quoi? De 45 ans à être invisible, à être l'ombre de quelqu'un d'autre, en oubliant qui vous étiez. Jean-Luc a fait une pause. Vous avez trouvé les documents des propriétés. Oui, je n'arrive toujours pas à croire qu'ils sont réels. Ils sont tout à fait réels et légaux. Chacune de ces propriétés a généré des revenus pendant des années. L'argent s'est accumulé sur un compte spécial à votre nom. En ce moment, il y a environ 30 millions d'euros disponibles en liquidité, en plus de la valeur des propriétés. Mes jambes ont flanché. J'ai dû m'asseoir sur le matelas pour ne pas tomber. 30 millions d'euros disponibles en liquide, alors que j'étais sur le point d'être jeté à la rue pour ne pas pouvoir payer 9 000 euros. Pourquoi Arthur ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi m'avoir laissé souffrir ainsi? Parce qu'il vous connaissait mieux que quiconque, Hélène. Il savait que s'il vous le disait de son vivant, vous insisteriez pour que l'argent soit utilisé pour les enfants, pour la famille, pour n'importe qui, sauf pour vous-même. Vous avez toujours été comme ça, vous vous êtes toujours fait passer en dernier. Il avait raison. Jean-Luc avait tout à fait raison. Si Arthur m'avait dit qu'il avait cet empire secret, j'aurais insisté pour qu'il soit donné à Maxime, à Caroline, à Damien. Je n'aurais jamais considéré que je méritais quoi que ce soit pour moi-même. Que dois-je faire maintenant? Pour l'instant, rien. Arthur a été très précis à ce sujet. Il veut que vous attendiez jusqu'à votre anniversaire. Tout vous sera entièrement révélé d'ici là. Il y a plus que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Que pourrait-il y avoir d'autre? Je ne peux pas vous le dire. Arthur m'a fait jurer de ne pas interférer avec son plan. Mais je peux vous aider avec votre situation immédiate. Si j'ai bien compris, vous êtes sur le point d'être expulsé demain. Si je ne paye pas demain, ils me mettent à la rue. Cela n'arrivera pas. Je vais vous transférer 50 000 euros ce soir. Utilisez-les pour payer les loyers en retard et pour avoir de quoi vivre jusqu'à votre anniversaire. L'argent vient de votre propre compte. Ce n'est pas de la charité. C'est à vous. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Tenez bon encore un peu. Ce ne sont que 17 jours. Arthur avait raison sur beaucoup de choses, mais surtout sur vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Sa voix s'est adoucie. Encore une chose, Hélène. Nous savons rien de tout cela. Maître le maire, l'autre avocat non plus. Arthur a tout compartimenté pour que personne ne puisse gâcher le plan. Quand votre anniversaire arrivera, tout le monde aura une surprise, surtout vos enfants.
surtout eux. J'ai perçu un sourire dans sa voix. Prenez soin de vous, Hélène, et n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ce numéro sera toujours disponible pour vous. L'appel s'est terminé, et on l'appelle c'est... Je suis restée à fixer le téléphone, essayant d'assimiler tout ça. Arthur avait tout planifié avec une précision chirurgicale. Chaque détail, chaque moment de souffrance avait un but. Et bien qu'une partie de moi soit encore furieuse contre lui pour m'avoir fait traverser tout cela, une autre partie commençait à comprendre. Il m'avait libérée d'une manière tordue et compliquée. Il m'avait donné l'occasion de me voir sans lui, sans mes enfants, sans personne d'autre pour me définir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai pris un repas décent. J'ai utilisé les derniers billets qu'il me restait pour acheter du poulet, du riz et des légumes. J'ai cuisiné sur la petite plaque électrique et l'odeur a rempli l'appartement, le faisant ressembler presque à un foyer. Pendant que je mangeais, je vérifiais constamment mon téléphone dans l'attente du virement que Jean-Luc avait promis. Il est arrivé à 23 heures. La notification de la banque s'est allumée sur l'écran. Dépôt reçu 50 000 euros. Je suis restée à regarder ces chiffres jusqu'à ce que les larmes inondent mes yeux. Ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais presque oublié ce que ça faisait. Le lendemain matin, je suis allée directement au bureau du propriétaire. C'était au rez-de-chaussée une petite pièce qui sentait la cigarette et les vieux papiers. Il était assis derrière un bureau en désordre, surpris de me voir. Madame Hélène, vous venez payer ou faire vos valises. J'ai posé une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait 10 000 euros en espèces. Je les avais retirés ce matin-là à un distributeur automatique. Voici les loyers en retard et celui du mois prochain, tout en liquide. Il a ouvert l'enveloppe, a compté l'argent 2 fois, me regardant avec un mélange de surprise et de méfiance. Où avez-vous trouvé ça? Ça ne vous regarde pas. Nous sommes quittes. Oui, oui, nous sommes quittes. Il continuait à me regarder comme si j'avais fait quelque chose d'illégal. J'ai quitté le bureau la tête haute. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu à m'humilier. Je n'ai pas eu à supplier. J'avais de l'argent. J'avais du pouvoir. Même si je vivais encore dans cet appartement horrible, même si j'avais encore mes vieux vêtements, il y avait quelque chose de différent en moi, une étincelle qui avait été éteinte pendant trop longtemps. Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange torpeur. J'étais toujours la même Hélène à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. Je marchais dans les rues et je voyais le monde différemment. Je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme quelqu'un qui attendait son heure. J'ai essayé de recontacter Caroline. Cette fois, à ma grande surprise, elle a répondu. Maman. Sa voix semblait agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Caroline, je voulais juste savoir comment tu allais. Tupsi. Le manoir a besoin d'une rénovation complète. L'architecte d'intérieur dit que tout est démodé. Nous allons dépenser près de 3 millions pour les travaux. Cette somme m'aurait laissé paralysée quelques jours auparavant. Maintenant, je sentais juste un rire amer monter dans ma gorge. Ça a l'air cher. C'est un investissement. Mais pourquoi m'appelles-tu? Je voulais juste entendre ta voix. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. Bon, on s'est parlé, je dois y aller. L'architecte m'attend. Sans dire au revoir, elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Aucune question pour savoir comment j'allais. Pas une seconde d'intérêt sincère. Caroline était tellement absorbée par sa nouvelle richesse qu'elle avait complètement oublié que sa mère existait. Damien n'avait pas non plus téléphoné.
Maxime continuait d'ignorer mes messages. Tous les trois étaient trop occupés à profiter de l'héritage pour se souvenir de la femme qui leur avait donné la vie. Mais je n'étais plus en colère. J'étais en paix parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Et dans 17 jours, tout allait changer. J'ai passé ce temps à me préparer mentalement. J'ai relu les documents des propriétés. J'ai écouté l'enregistrement d'Arthur. J'ai parlé occasionnellement avec Jean-Luc, qui m'a donné des nouvelles sur la façon dont les propriétés généraient de plus en plus de revenus chaque mois. J'ai aussi commencé à mieux prendre soin de moi. J'ai fait 3 repas par jour. J'ai mieux dormi. J'ai même acheté de nouveaux vêtements. Rien d'extravagant, mais avec une apparence propre et digne. Le changement était subtil, mais significatif. Et tous les soirs, avant de m'endormir, je regardais le calendrier sur le téléphone d'Arthur. 17 jours, puis 16, 15, 14. Jusqu'à arriver à la fin. Les jours se sont traînés avec une lenteur douloureuse, mais en même temps, ils ont filé. Tous les matins, je me réveillais avec un mélange d'anticipation et de terreur. Qu'allait-il se passer le jour de mon anniversaire? Qu'est-ce qu'Arthur avait prévu d'autre? L'incertitude me consumait, mais elle me maintenait aussi en vie, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée au cours des dernières décennies. À 10 jours de mon anniversaire, j'ai reçu un appel inattendu. Ce n'était pas Jean-Luc. C'était Maître Lemaire, l'avocat corporatif de la famille. Mon cœur s'est emballé. Avait-il découvert quelque chose? Le plan d'Arthur avait-il été révélé? Madame Moreau, je dois vous voir. C'est urgent. Sa voix semblait tendue, presque nerveuse. À quel sujet? Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain à 14 heures? Il n'y avait aucun moyen de refuser sans éveiller les soupçons. J'y serai. Kenenitiane. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mon esprit créait 1000 scénarios différents. Peut-être que Maxime avait découvert les propriétés. Peut-être que Maître Lemaire avait trouvé une irrégularité dans le testament. Peut-être que le plan entier d'Arthur était sur le point de s'effondrer avant sa conclusion. Je suis arrivé au cabinet de Maître Lemaire avec 15 minutes d'avance. Je portais l'une de mes nouvelles robes d'un gris foncé, simple mais respectable. La même réceptionniste qui m'avait vu quelques mois auparavant, épuisée et désespérée, me regardait maintenant différemment. Elle ne savait toujours pas que j'avais une fortune. Mais quelque chose dans ma posture, dans ma démarche, avait changé. Maître Lemaire m'a fait entrer immédiatement. Son bureau était toujours le même mur crème diplôme, encadré la table en bois poli, où le testament qui a changé ma vie avait été lu. Mais cette fois, il n'était pas seul. Maxime était là, ainsi que Caroline et Damien. Tous les trois étaient assis sur les mêmes chaises qu'ils occupaient ce jour terrible. Et tous me regardaient, avec des expressions que je ne parvenais pas vraiment à déchiffrer. Inquiétude, culpabilité, peur. Asseyez-vous, maman. Maxime a désigné la chaise vide en bout de table, à la même place où il m'avait humiliée il y a quelques mois. Je m'y suis assise lentement, gardant une expression neutre. Mon cœur battait fort comme un tambour de guerre, mais je n'allais pas le montrer. Maître Lemaire s'est raclé la gorge, a ajusté ses lunettes et a commencé à parler d'un ton professionnel. Madame Moreau, je vous ai appelé ici parce qu'une situation compliquée est survenue. Au cours des dernières semaines, nous avons réalisé un audit des finances de Moreau Immobilier dans le cadre du processus de transition et nous avons découvert certaines irrégularités. Des irrégularités. J'ai gardé la voix calme. Des dettes, l'a interrompu Maxime, le visage tendu. Des dettes monstrueuses que papa a cachées dans les entreprises. Des emprunts avec des taux d'intérêt astronomiques. Des projets qui perdent de l'argent. Des contrats avec des clauses pénales qui nous ruinent. Caroline me regardait pâle, les mains tremblantes. Nous sommes dans un trou énorme, maman.
L'entreprise que nous pensions valoir 250 millions d'euros doit en réalité près de 200 millions. Nous sommes au bord de la faillite. Un silence lourd s'est abattu sur la pièce. J'ai assimilé cette information avec un mélange de choc et de compréhension grandissante. Arthur a fait ça. Il avait structuré son empire comme un piège, un magnifique piège doré qui allait maintenant se refermer sur mes enfants. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je finalement demandé. Maître le maire a échangé un regard avec mes enfants avant de continuer. Parce que vous faites toujours partie de la famille Moreau et il pourrait y avoir des actifs à votre nom qui pourraient nous aider à résoudre cette crise. C'était ça. La vraie raison de cette réunion. Ils étaient désespérés et pensaient que je pourrais avoir quelque chose de valeur caché quelque part. Je n'ai rien, ai-je répondu simplement. Vous étiez là quand le testament a été lu. J'ai hérité d'un téléphone portable. C'est tout. Ce téléphone portable, Maxime s'est penché en avant. Tu as réussi à le débloquer. Mon esprit a travaillé vite. Je pouvais mentir. Je pouvais dire non. Mais il y avait quelque chose en moi qui voulait voir jusqu'où ils iraient. Je voulais voir s'il restait encore une étincelle d'humanité en eux, ou si tout cela n'était qu'une panique financière déguisée en préoccupation familiale. Oui, je l'ai débloqué. Les trois se sont visiblement tendus. Maître le maire s'est avancé. Et qu'y avait-il à l'intérieur? De vieilles photographies, des messages vocaux, des souvenirs. Ce n'était pas un mensonge total. Ces choses-là y étaient aussi. Je ne les avais simplement pas mentionnées. Rien de valeur financière. La déception sur leur visage était palpable. Maxime s'est adossé à sa chaise, se frottant les cheveux de frustration. C'est un désastre. Papa nous a laissé un empire pourri. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Parce qu'il voulait vous donner une leçon, ai-je pensé. Parce qu'il voulait vous montrer que l'avidité a des conséquences. Parce que vous êtes devenu le genre de personne qu'il dégoûtait. Mais je n'ai rien dit de tout ça. Je suis restée assise là à les regarder couler. Caroline a commencé à pleurer. Pas avec ses belles et délicates larmes, mais avec les larmes laides et désespérées de quelqu'un qui voit son monde parfait s'effondrer. Je vais perdre le manoir. L'architecte d'intérieur a déjà dépensé 1 million pour les rénovations et maintenant je ne peux plus le payer. Il va me poursuivre en justice. Damien avait l'air malade. Sa peau avait une teinte verdâtre. J'ai vendu 2 des voitures de luxe de la collection pour une bouchée de pain parce que j'avais besoin d'argent liquide. Maintenant, je découvre que les voitures servaient de garantie pour un prêt. J'ai la justice sur le dos. Je les ai regardés tous les trois, mes enfants que j'avais appris à aimer mais pour qui je ne ressentais plus rien maintenant. Je ne prenais pas goût à leur souffrance, mais je n'avais pas pitié non plus. Je ressentais seulement ce vide dans lequel mon amour inconditionnel avait disparu. Je suis désolée pour vous, leur ai-je dit, et c'était sincère. J'étais vraiment désolée. J'étais peinée qu'ils en soient arrivés là. J'étais peinée qu'Arthur ait dû leur apprendre cela de manière si brutale. Mais je ne sais pas comment je peux vous aider. Tu pourrais parler à maître le maire. La voix de Maxime est devenue plus docile. Il semblait presque implorer. Tu pourrais essayer de récupérer une partie de notre héritage, une partie que papa aurait oubliée. Après 45 ans, il ne m'a laissé que le téléphone portable. Pensez-vous qu'il oublierait quelque chose? J'ai laissé l'ironie de mon ton flotter. Vous avez tout reçu, et moi je n'ai rien eu. Ce sont vos choix. Était sa femme, et nous sommes ses enfants, a-t-il interrompu. S'il a voulu te punir avec rien, qu'est-ce qui te fait penser qu'il n'a pas voulu nous punir tous avec ses propres dettes? Un silence total s'est fait, un silence qui devenait embarrassant et chargé de tension. Maître le maire, toussant nerveusement. Vous pouvez encore choisir de déclarer les entreprises en insolvabilité corporative. Vous pourriez perdre l'entreprise, les appartements. Et tout le reste, cependant, vous auriez la possibilité de repartir à zéro.
Repartir à zéro, s'est emporté Caroline. Dans quel but nous ne saurions même pas comment travailler dans cette vie. Le verdict était tombé, la réalité nue et pourrie. Des parasites. Des parasites élégants et parfumés, mais des parasites tout de même. Jamais aucun d'eux n'avait fait le moindre effort pour cet argent pour lequel leur père leur avait tant cédé la vie et la sueur de son travail. À tous, il leur avait assuré une vie confortable. En fait, la vérité nue et laide. Je me suis levée. Puisque plus rien ne nous reste à aucun de nous, j'ai l'intention de me retirer d'ici. Attends, maman. Damien s'est levé. Damien s'est... Comme je le voyais à des années-lumière, il a regardé au fond de mes pupilles. Je te demande pardon pour tous ces moments où nous t'avons blessé. Pour tout. Il n'y avait aucune bonté venant du fond de leurs paroles. Cela venait seulement de leur faiblesse due aux problèmes financiers. Alors m'est venue cette voix comme le désespoir. Je suis désolée. Je n'ai aucune raison de vous réconforter avec une fausse réponse en acceptant cela. Je suis partie le cœur plus léger. Face à eux, j'avais été courageuse, je n'avais rien cédé. Ton cher Arthur peut sourire dans ces nuages d'où il pourrait voir les actes de son ex-femme. Ai-je pensé en moi-même. Mon secret resterait encore caché en raison de la proximité des dates, à ces 9 jours qu'il restait avant le dernier lever de rideau d'Arthur. Ce qui allait dénouer l'intrigue mon appel avec Jean-Luc transformerait tout pour quelque temps de manière formelle et tendue. Comme convenu, présente-toi à 9 heures le jour de tes 70 ans. Dans cette affaire, cela aboutirait à une fin que je ne saurais gérer dans les dernières secondes d'angoisse, de l'anxiété. Et les autres seront-ils au courant des démarches là-bas? Jean-Luc nous a laissé les portes ouvertes. Vous, Hélène, serez stupéfaite par les vérités qu'ils vont tous devoir affronter. J'ai mis mon visage sur le lit avec anxiété. J'ai vu au petit matin dans la chambre, dans un reflet sur le mur, sans connaître les peurs, que le courage était là. Un nouveau courage après 45 ans d'endormissement de moi-même, qui se libérait dans mes vêtements propres. L'air dans les locaux de mon Jean-Luc avait l'aspect des cabinets où flottait une odeur ancienne, avec des acajou sur les murs des portes, avec de vieilles bibliothèques en bois et des chaises où son amabilité s'ouvrait. À vous, avec les joies de ce jour. Oui. Serrant avec zèle les vieilles mains amies de Madame Hélène. Je vous offrirai avant tout le reste la lecture de cette missive des lettres secrètes, écrite par vous seul au cher et grand Arthur qu'il vous a rédigé. Tremblante, j'ai brisé le sceau des mots qu'il m'avait laissés dans un message de larmes. Ma douce Hélène, vainquant les intempéries de cette lettre par amour, pour avoir le courage de ne pas fuir et les luttes de tes vertus. Mes châtiments leur ont enseigné les leçons de l'argent dans les mensonges et les égoïsmes de ceux que par notre éducation nous avons rendus coupables par leur mauvais chemin. Des pardons que je te demande pour ces actes cruels par lesquels, au fond, tu es riche, pour leur donner leur indépendance dans les comptes qui cumulent plus de 580 millions d'euros, et ne cède pas tes fonds aux fuites de ceux qui ne les auraient que pour les profits égoïstes d'un monde faux. Utilise-les pour tes reconstructions dans le temps qui s'est absenté des volontés des rêves, aux constructions d'expériences de vie. Sois éternel à ton amour d'Arthur. Mes joies faisaient éclore les larmes de la culpabilité pour me donner des ailes. La porte grande ouverte par Jean-Luc. Dans quelques heures, nous préparerons tous ceux qui s'installent pour attendre. Les enfants à côté, au guichet, dans l'attente, les visages abasourdis par le désespoir des réponses de la comptabilité, et moi, face aux airs changés, à maître le maire surpris et perplexe dans ses lectures. L'Empire qui n'était pas mentionné dans les bilans, mais qui l'était pour Madame Hélène, dans sa totalité avec les évaluations immobilières. Les voix étouffées de Maxime face à l'abîme de son insolvabilité, des certificats médicaux psychiatriques dans des rapports falsifiés. Il devrait figurer sur les documents des fraudes pour se justifier.
Mais Jean-Luc réfutant la réponse par le dossier médical, certifiant la parfaite santé mentale lors de ses prises de décision. En ruine, Damien effondré en larmes dans le coin de ses paroles. Caroline en ruine dans ses pensées sombres, en plein désespoir. À la fin, la parole fut à l'avocat maître Lemaire. Comment, madame, allez-vous contribuer aux ressources? Si votre vie n'aura pas à supporter les hypothèques partagées dans la richesse du patrimoine avec le solde final, pour exactitude, les visages suant la défaite, ma voix répondant à leurs hypocrisies, ce serait par amour de l'argent et par les desseins des mensonges, de la compassion et des caresses des baisers de complaisance, en dépit de mon âge. Arthur, dans le temps où l'on perd les illusions face aux faux héros, vous les apporterez dans vos fautes. De ma réponse à leurs supplications, à eux les refus dans la consolation de la faillite de l'avarice et des mensonges des pleurs, avec des pas vers la sortie d'une démarche ferme et assurée, avec un adieu en quittant la pièce. S'ils façonnent à travers ces leçons de nouveaux modèles d'humilité dans le travail, cela se fera par un retour aux demandes envers leur mère, unis dans le même but de reconstruire notre lien. Au fond, en sortant des larmes vers les hontes, j'avais vaincu en moi les orgueils. 3 fois lors du changement de calendrier dans la capitale. Les noms étaient gravés dans un bureau modeste de Hélène Construction, de nouveaux architectes, dans un apprentissage avec le courage de se lever pour créer sur les tables à dessin à 70 ans, apprenant de ce qui était devenu une fin et qui était maintenant une graine. Avec un début prometteur, né des pertes, avec les leçons douloureuses du maître dans un amour pour lequel, avec l'espoir que je voyais dans les réponses de ces épreuves, en secret dans le petit téléphone gardé avec tendresse sur le bureau des ailes, sans leur chaîne. Le ciel de ma fin a brillé de nouvelles lumières, vers une destinée entre mes mains, moi, Hélène Moreau, et les réalisations dans les vols où je recommence.